pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort. Bonjour à mes amis, je souhaite un bon dimanche à chacun et à chacune. Ces derniers temps, j'ai un peu suivi cette affaire d'annexe fiscale 2018 qui, selon les informations, a été finalement retirée. Mais une chose est certaine, aucun gouvernement au monde ne va proposer ce genre d'annexe fiscale et sans aucune réelle pression retirer l'annexe fiscale. C'est impossible. Théoriquement, ça a été retiré, mais pratiquement, ça va se faire. J'ai également écouté les interventions, surtout du professeur Madou Koulibaly, éminent économiste. Mais le hic avec nos économistes, c'est qu'ils aiment trop réciter les leçons apprises dans les universités. C'est vrai, ce qu'il explique, ça c'est l'explication. Mais il y a une réalité qu'il n'a pas pu dire, c'est que on n'a pas retiré en fait cette annexe fiscale. Les députés ont déjà voté, le budget doit être trouvé, parce que déjà on a un budget qui dépasse ce qu'on peut récolter comme argent pour activer ou faire nos activités. Le problème ici serait de rester vigilant sur de comment vont évoluer les prix d'achat des matières comme le cacao, le café, l'anacarde et autres sur le marché. Je suis convaincu, car connaissant ceux qui sont au pouvoir, comme je les connais, qu'ils n'ont jamais renoncé à cette annexe fiscale. Par exemple, je ne serais pas surpris de voir le sucre augmenter à la boutique. Je ne serais pas surpris de voir des éléments sur lesquels nous passons parfois recevoir des augmentations même de 2 francs ou 5 francs. Quand vous augmentez de 2 à 3 francs sur les kilogrammes de ce qu'on consomme le plus dans un pays, vous retrouvez ce que vous avez perdu devant une loi, devant les députés. Donc, le problème, ce n'est pas de retirer la loi. Le problème est de s'assurer qu'il n'y aura pas de répercussions indirectes par des décisions prises par des personnes pour récolter la même somme d'argent qui est recherchée. Parce que si on avait vraiment voulu retirer cette loi définitivement, le même ministère serait allé encore devant les députés. Pas pour la retirer peut-être, mais pour modifier et dire de comment on comptait donc récolter cet argent. Par exemple, on pouvait dire le président décide de réduire de 100 milliards de francs CFA son budget de souveraineté. Le président décide qu'à partir de maintenant, pour faire des économies sur le budget, aucun ministre ne va voyager pour aller à des séminaires à l'extérieur et que maintenant, nos ambassadeurs vont nous représenter à ces séminaires ou à ces réunions, à part les grandes rencontres comme les AG de l'ONU et de l'UA. C'est ça qui aurait montré qu'on a vraiment retiré cette loi. Parce qu'en Afrique, on n'a aucun respect pour les institutions. Donc, il y a des lois qui ne sont pas votées, mais il y a des répercussions sur la population quand même. Quand par exemple Orange augmente sa tarification, souvent on vous dit que c'est parce que l'État a augmenté des taxes. Ces taxes augmentées ne sont pas passées devant un député. Ça se fait en cours d'année, alors que ce n'est pas prévu à la loi de finances qui a été votée. Quand la CIE a décidé d'augmenter les tarifications il y a 2-3 ans, et que la population est sortie pour manifester contre, cette augmentation n'est pas liée à une loi de finances qui a été votée l'année d'avant. Jamais. Ça a été fait en cours d'année pour récolter de l'argent. C'est de la même façon que je crois, et j'en suis convaincu, que ce gouvernement va opérer pour récolter de l'argent dont il a besoin pour financer sa façon de vivre, qui est une gabegie totale. Beaucoup se plaignent en disant, comme Madou Koulibaly par exemple, qu'il y a beaucoup d'institutions inutiles et que s'il est élu, il va les faire supprimer. Bon, ça c'est la parole du politicien toujours. Mais moi j'ai un principe évident. Je ne suis pas de ceux qui viendront dire aux gens, je ferai ceci, cela si je suis au pouvoir. Le vrai panafricaniste n'attend pas d'être au pouvoir avant de commencer à donner des solutions à certaines choses. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons d'aucun opposant, il n'y a pas d'opposant, nous n'avons d'aucun politicien ivoirien, un semblant de présentation
de quelque chose qu'on appelle un programme ou un projet qu'ils sont prêts à faire exécuter et comment ils vont le faire exécuter une fois au pouvoir. Aucun ne propose la réforme de l'administration, alors qu'on sait qu'elle est budgétivore et elle est inefficace dans sa situation actuelle. On est contre tous la façon dont nos élèves se comportent, mais personne n'apporte une solution à l'école ivoirienne, etc., etc. En Afrique, les opposants et les présidents ne sont que les deux faces d'une même pièce d'argent. Nos élections ne sont que des ventes aux enchères que fait la France aux opposants et à ceux qui sont au pouvoir. Celui qui gagne l'enchère est installé au pouvoir. Donc le rôle de ceux qui viennent au pouvoir est toujours de repayer l'enchère qui a été établie entre lui et la métropole. Le jour du vote n'est que le jour du marché de l'enchère. Le second sujet sur lequel j'aimerais m'attarder un peu, qui est très important, car ça commence à devenir un phénomène. Ces temps-ci, ces 2-3 dernières années, on a comme une sorte de résurgence de une conscience noire. On a l'impression que les Africains veulent retourner dans un passé glorieux. Donc, tous nous retournons à étudier notre passé en se disant que les problèmes que nous vivons aujourd'hui ont leur source dans notre passé. Du fait qu'on a régné nos cultures et autres, nous a mis dans une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est possible que ce soit vrai. Mais moi, je pars du principe que je suis pragmatique. La première question que je vais poser aux gens avant de continuer pour dire ce que j'ai à dire est en quoi l'étude de notre passé change le quotidien des enfants congolais qui sont utilisés pour exploiter du coltan qui sert à fabriquer les téléphones et ordinateurs desquels nous-mêmes on se sert pour véhiculer le message sur les réseaux sociaux. Étudier l'Empire du Congo ne va pas faire changer l'utilisation du coltan dans le portable ou dans les ordinateurs. L'enjeu ici n'est pas d'étudier un passé pour étudier un passé. L'enjeu ici est de savoir pourquoi nous sommes exploités. C'est simple. Nous sommes exploités parce que nous détenons ce dont ont besoin les Occidentaux pour leur bien-être. Je ne crois pas que les populations occidentales et chinoises vont laisser tomber les téléphones et les ordinateurs parce qu'ils ont pitié de nous. Chaque jour, on vend des milliers de téléphones et d'ordinateurs sur cette terre. Pour pouvoir les vendre, il faut les fabriquer. Pour pouvoir les fabriquer, on a besoin de certains matériaux. Et le matériau le plus important, l'un des plus importants, est le coltan. On le trouve en Australie, en Amérique latine, dans un pays, c'est parce que le Pérou, et en Afrique. Le Pérou et l'Australie vendent au prix normal sur le marché mondial. Si on ne trouve pas du coltan à un prix trop bas, personne ne pourra acheter les téléphones et les ordinateurs. Impossible. Par conséquent, les grandes maisons comme Samsung et autres, Dell, HP, Huawei, Apple, ne pourront pas produire des téléphones par milliers. Ils vont donc pas avoir besoin d'employer un nombre assez élevé pour produire par millions des appareils. Ils vont peut-être sortir un appareil chaque année en centaines de milliers d'exemplaires parce que le prix sera inabordable pour tout le monde. Par conséquent, il faut trouver du coltan presque cadeau. C'est la seule façon de maintenir les prix des téléphones bas et de pouvoir en produire par millions. Et donc de pouvoir embaucher plein d'employés qui vont travailler dans les usines à produire les appareils. De vous à moi, croyez-vous que les Occidentaux sont prêts à laisser tomber leur train de vie pour nos beaux yeux? Tant que les Occidentaux vont demander à leurs gouvernants de plus de bien-être, ils vont toujours nous exploiter. On a été fait esclaves parce qu'on n'était pas puissamment armé pour résister aux ordres sauvages qui venaient de l'Occident pour nous transformer en esclaves avec des armes à feu plus puissantes que nos armes. On a donc perdu la guerre et on est devenu esclave. On s'est assis dans l'optique que les Européens ont changé à cause du Christ. Donc on a cru qu'on avait affaire à des missionnaires. Quand on s'est rendu que ce n'était pas des missionnaires, on n'était toujours pas prêt sur le plan militaire
à défendre nos territoires contre les invasions des colonialistes. Aujourd'hui, on est toujours sous forme de néocolonialisés, mais on se plaint toujours parce qu'on n'a pas encore compris que le seul moyen de sortir de tout ce problème est de s'équiper en armement. Nous ne rêvons pas. La Chine n'est pas devenue une puissance économique parce qu'elle n'avait pas de bombe atomique, non. Si la Chine n'avait pas de bombe atomique, elle serait au même rang que la Corée du Sud et le Japon. Je veux dire qu'elle serait en train de faire l'économie pour les Américains. Donc, elle n'aurait eu aucune autonomie de décider de s'orienter sur le plan économique. Jamais. C'est parce que la Chine avait la bombe atomique que les Américains n'ont pas mis les pieds pour la servir comme ils ont fait avec le Japon et la Corée du Sud. Ces temps-ci, Poutine, depuis 3 ans, a multiplié par 25 son budget militaire pour l'armement militaire. Ce n'est pas pour faire un musée des armes qu'il fait ça. C'est pour défendre la Sibérie. Et je vous informe que la Sibérie est, après l'Afrique, le territoire mondial qui contient le plus grand nombre de ressources naturelles. Si les Russes arrivent à exploiter la Sibérie, en moins de 2 ans, ils seront les premiers producteurs de diamants au monde. Et je me rappelle un discours d'un politicien américain qui disait « Il est inconcevable que la Russie, elle seule, détienne la Sibérie. C'est une injustice qu'on doit réparer. » Quand on entend ça d'un officiel américain en public et que tu dors chez toi, ne sois pas surpris de voir des armées américaines débarquer et occuper la Sibérie. Est-ce que Poutine a compris? Mais nous, on n'a pas encore compris. On est assis à faire des marches, à faire des conférences, pour selon nous éveiller la conscience des jeunes Africains. Sur quoi? Ils sont déjà la conscience éveillée puisqu'ils vont mourir dans la mer à traverser. Vous croyez que c'est des inconscients qui traversent la Méditerranée? Non. Ils sont conscients de la pauvreté, de la misère qui rôde. Mais ils ne peuvent pas défendre leur territoire et protéger les ressources premières parce qu'ils n'ont pas les moyens de les défendre. Je vous le dis et je vous le jure, le premier pays africain qui va avoir une bombe nucléaire va dicter sa loi sur le marché des produits qu'il détient. Si jamais, par exemple, la RDC détient la bombe nucléaire, c'est le président congolais qui va dire le prix du coltan. Apprendre ou à laisser. C'est pour cela que les Européens ont tout donné qui ne nous intéresse pas, sauf ce qui nous intéresse. La démocratie n'est pas faite pour nous développer, sinon on n'aurait jamais connu la démocratie. Ça aurait été gardé comme un secret militaire. Pourquoi en même temps on ne nous donne pas comment on fabrique les armes nucléaires? Si on veut notre bien vraiment. On voit donc bien que l'Afrique n'a rien compris. Et que les Africains eux-mêmes pensent trop en rêve que seul parler va faire que les Occidentaux vont changer leur mentalité sur nous. La Corée du Nord n'a pas fait de discours. Le président nord-coréen ne s'exprime pas beaucoup. C'est un pays qui n'a ni ressources minières, ni rien comme la Corée du Sud et comme le Japon. Mais aujourd'hui, la Corée du Nord peut protéger ses ressources humaines et commencer à grandir comme la Chine. On voit donc tous très bien que les pays qui sont dits développés, auxquels nous voulons ressembler, possèdent tous des armes de pointe. Comme pour nous dire que la seule façon sur cette terre de sortir de cette jungle et d'en être le maître est de passer du statut d'antilope ou de biche à celui de lion ou de léopard ou de guépard. Tant que tu vas rester antilope et que tu vas te complaire, tu seras toujours la proie des prédateurs. Quelqu'un m'a posé une question une fois de savoir pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire on est contraint de faire du cacao comme si c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Quand tu remontes au référendum de 58 et que tu lis bien le référendum de 58 auquel on a voté oui, c'est une obligation. Parce que dans le référendum 58, nous avons accepté nous-mêmes en disant oui à ce référendum que nous passons de statut de colonie au statut de pays sous contrôle, sous protectorat. Donc, tout ce qu'on doit faire est de faire l'économie, l'agriculture, la politique de celui qui te protège. Donc, en disant oui en 58, on a aussi dit oui à céder nos terres aux Français pour faire ce qu'ils voulaient faire de nos terres. Et comme c'est le cacao qui leur apporte, donc nous sommes obligés de faire du cacao. La seule et unique façon de sortir de cela est qu'un président ivoirien songe à faire une bombe nucléaire ou une bombe bactériologique
ou de bombes chimiques, c'est là qu'il pourra dire aux Français de dégager et qu'il pourra parler avec eux d'égal à égal. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui te maltraite avec une machette ou avec un pistolet et aller chercher un pistolet à eau pour te défendre contre lui. C'est aberrant, c'est inadmissible et inacceptable. Sur ce, je souhaite une bonne semaine à chacun et à chacune et que tous ensemble, nous commençons à méditer sur la question suivante. L'Afrique veut devenir indépendante. Et on sait tous qu'on ne peut pas accueillir l'indépendance sous protectoire. On est tous conscients que le seul moyen d'être indépendant est d'obtenir son indépendance de soi-même. On ne peut pas chasser de la maison l'envahisseur si on a moins d'armes que l'envahisseur. Tu ne peux pas défendre ta maison avec un couteau en plastique quand les assaillants sont armés de Kalachnikov. Sur ce, bonne semaine à chacun et à chacune.